présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Et bienvenue en cette première édition matinale de Geek Contre-Attaque, format extended. Oui, tout le monde, bienvenue à la version été des Geek Contre-Attaque. Donc, nous quittons notre horaire régulier de la saison normale de CKRL et nous commençons à 11h pour vous apporter 50% plus de contenu. C'est une promo qui dure pour un temps limité, allons-y. Oui, jusqu'à la fin de l'été. Donc, plus de Geek Contre-Attaque, plus de nous, plus de chroniques et plus de chances que je dise des choses qui ne devraient pas être dites à la radio. Notez bien la date historique, la date stellaire historique suivante, 66904.1. Aussi connu sous le nom de 9 juin 2013. Donc, présentement en studio, je suis avec Monsieur Simon Trudeau. Rebonjour, cher mortel. Oui, Monsieur Philippe Jacques. Bonjour tout le monde. Monsieur Mikey G à la console. Toujours un plaisir. Et moi-même, Simon Boucher. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette version longue. Je crois qu'on va commencer tout de suite avec une petite chronique. Donc, Mikey, fais-moi mal, bébé. Ah ouais. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Oh oui, on va commencer par quelque chose de léger. Certains d'entre vous, c'était peut-être des joueurs de jeux vidéo à l'époque des années 80 et connaissent sûrement le terrible et infameux jeu vidéo E.T. au Atari 2600. Fabuleux, moi je l'aime. Bon, les rumeurs ici, parce que bien sûr, rien n'a jamais été corroboré à 100%, elle disait que dans quelque part au Nouveau-Mexique, Atari avait enterré toutes les copies restantes du jeu ainsi que toutes les copies de jeux invendues suite au crash de l'industrie du jeu vidéo des débuts des années 80. Et une compagnie cinématographique a obtenu non seulement les droits d'aller creuser, mais les droits de filmer et de documenter tout ce qu'ils vont faire dans cette fameuse fouille archéologique pendant presque 6 mois. Donc, lorsqu'ils feront cela, nous vous tiendrons au courant de leur découverte. Une compagnie canadienne. En plus. The Search for E.T. Oui, parce qu'on dit qu'il bien sûr, il y aurait toutes les cassettes non vendues de E.T. qui était quand même un des jeux qui s'est le vendu le plus à l'Atari 2600. Mais en plus, puisque l'industrie du jeu vidéo à ce moment-là s'est crashée complètement, beaucoup d'autres jeux étaient non vendus et ont probablement vidé toutes leurs entrepôts là-dedans. L'infâme port de Pac-Man à l'Atari 2600 s'est retrouvé dans ce fameux landfill à Alamogordo au Nouveau-Mexique. Effectivement. Donc, on vous tient au courant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On pourrait peut-être annoncer quelque chose. Ça va peut-être faire un lien vers une discussion qu'on va avoir plus tard en studio si jamais on a le temps. Mais est-ce qu'on va quand même rester directement dans les jeux vidéo, est-ce qu'on a ici des fans de la série Metal Gear Solid? Ah ouais, ben j'étais un fan. Bon, okay, je n'ai pas suivi malheureusement la transition jusqu'au PS3, il m'a donc manqué la conclusion à la série, mais j'ai fait mon devoir de geek et je me la suis fait expliquer, je l'ai regardé sur YouTube et j'ai regardé quelqu'un jouer. Bon. Plusieurs personnes récemment y ont annoncé le 5 et l'acteur qui faisait la voix habituellement avait dit sur Twitter qu'il n'avait pas été engagé pour refaire la nouvelle voix et cette semaine ils ont annoncé qui allait faire la voix de Solid Snake dans le prochain jeu. Donc ce n'est plus David Hayter qui était co-script de X-Men 1, c'est devenu le seul et unique Kiefer Sutherland, donc Jack Bauer, qui est déjà habitué à être un badass naturel, va bientôt prendre la place. Il y a une loi anti-monopole, là je pense qu'il est en train de s'octroyer le monopole des badass d'agents secrets, alors je sais pas si ça peut marcher. Moi personnellement j'aurais pris Kurt Russell pour plus de Snake. Oh, il y a trop de serpents dans cette pièce. Avant de continuer, je pense que Philippe, t'avais-tu une petite geektualité? Oui, j'ai vu quelque chose, une petite nouvelle extraordinaire dans le monde des dinosaures à la télé, un reportage de National Geographic. Ils ont trouvé un moyen de confirmer la couleur des dinosaures. Mais là, est-ce que tu parles de la couleur de leur peau ou la couleur de leurs plumes? Ben non, comme vous le savez, la plupart des dinosaures avaient soit des plumes complètes ou des proto-plumes, ce qu'on appelle comme un duvet. Moi, honnêtement, je suis très très pour le proto-plume. J'aime dire proto-plume. Avec
un microscope électronique. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé les empreintes des plumes aux oiseaux modernes. Ce qui fait que si on compare l'alignement des cellules de couleur, on peut deviner la vraie couleur de la plume. Donc, le premier micro-raptor qui ont fait le test était avec du noir, du blanc et avec une jolie crête orangée sur la tête. Wow! Vous, Monsieur Trudeau, avez-vous une petite geektualité à nous entretenir? Je pense qu'on a une geektualité un petit peu plus importante à discuter qui a été comme le sujet. Je vais avoir ma propre chronique sur les geektualités. Je vais vous laisser dans ce cas-là. Je vais te laisser commencer la première chronique parce que je viens juste d'avoir une information qui pourrait être intéressante à nommer que je dois juste rechercher un peu plus avant de vous dire en studio. Donc, est-ce que tu veux nous commencer sur Prism? Je peux commencer. Ah, vas-y donc! Oui, bon, là, vous me prenez un petit peu à brûle pour point. J'avais commencé à chercher. Je peux résumer un peu la chose qui s'est passée. Cet événement, en fait, c'est l'événement, je dirais pas que c'est l'événement geek, mais c'est du moins un des événements qui touche le plus le milieu geek qui est sorti cette semaine. Et si vous prenez les forums de Reddit en ce moment sur la politique, les nouvelles mondiales, etc., ça fuse de toutes parts. C'est la révélation, quoique était-ce vraiment une révélation? Ne nous y attendions-nous pas? Nous le savions tous et nous pleurions à l'intérieur. Que le gouvernement américain a signé, on savait qu'ils avaient signé secrètement avec la compagnie de téléphonie Verizon pour pouvoir surveiller les appels entrants et sorties et courriels et tout le tralala provenant de cette compagnie. Mais ce qu'on a appris aussi, c'est que la vaste majorité des services de distribution et des furteurs Internet avaient ce qu'on appelait les prismes. Qui étaient des splitters, comment on peut dire ça, des séparateurs de signaux, où ils créaient des doublons des signaux qu'ils acheminaient directement au Pentagone. Ce qui veut dire qu'à peu près toutes les communications qui ont circulé à travers Google, à travers toutes les autres choses, ont été acheminées jusqu'au serveur du Pentagone, et ça depuis on ne sait trop combien d'années, mais il existe une ligne du temps de ces événements qui a été dressé. Donc, on se rend compte que ça fait quand même, depuis l'administration Bush, au moins que ça se fait. Et ici, j'ai la ligne du temps, d'ailleurs, que ça a commencé en 2007. Le premier partenaire était Microsoft et ça va jusqu'à maintenant. C'est intéressant de noter, par exemple, que c'est la NSA qui est à l'origine de ce programme-là. Et leur but était uniquement de surveiller les communications étrangères qui passaient dans les serveurs américains. Oui, ça, mais malheureusement, ça l'a... Mais ça a été une révélation aussi cette semaine parce que ça a été un choc. Tout d'abord, le public américain s'est offusqué de savoir qu'ils étaient sous écoute par un système qui faisait ressembler, qui faisait que le Watergate avait l'air de deux cannes avec un fil entre les deux. Et aussi, on s'est rendu compte que c'est pas juste les Américains, mais bien toute la planète qui était sous écoute depuis belle lurette. Donc toutes les conversations ou toutes les informations qui passaient dans les serveurs américains. Là, bien sûr, cette semaine, toutes les grosses compagnies qui sont incluses là-dedans. Ici, on parle bien sûr Facebook, Apple, Amazon, Google, ont sorti en grande partie un nom. Nous n'avons rien à voir là-dedans. Mais le problème, c'est que derrière tout cela, légalement, si le gouvernement américain demande le droit, ils ne peuvent pas dire non. Effectivement, mais ils peuvent pas refuser. C'est une politique qui est en place. Cependant, moi, j'étais peut-être un petit peu trop dans mon univers de science-fiction pendant tout ce temps-là, mais moi, j'avais l'impression que je comprends pas pourquoi c'est une nouvelle, ça. Moi non plus. Parce que il me semble que c'est quelque chose qui était sous-entendu tout ce temps-là. Si le gouvernement veut faire des recherches sur toi, ils vont avoir ton information. Oui, parce qu'ils ont détruit la naïveté du peuple américain, je pense. Ah, c'est peut-être ça. C'est parce plus le puis là, présentement, il n'y a pas beaucoup non plus de débats au Congrès et puis tout ça, parce que dans le fond, Obama a clairement déclaré, les sénateurs sont au courant depuis le début, fait que il y a plein de personnes qui étaient contre. Fait que tout le monde est d'accord derrière ça pour la sécurité du monde entier. Mais bon, on sait bien que c'est pas juste ça. America World Police. Mais le président, ce qui est bizarre par contre avec ça, c'est que le président cette semaine a fait une sortie. Il a ouvertement défendu le programme. Il a rien nié. Il a défendu en bloc. On peut lui donner ça. Il est assez ouvert sur ses politiques. Cependant, s'il cherchait une manière de donner... Ça prend des excroissances masculines assez grosses pour pouvoir quand même dire ça devant le peuple. Faut vraiment avoir une belle grosse culture de pastèque à la maison. Mais cependant, il vient de donner des armes à ses adversaires politiques parce que vraiment, c'est
l'explosion médiatique que ça a causé a déjà eu des impacts sur sa popularité auprès du public, alors que lui était en petite remontée après les événements économiques assez majeurs qui s'étaient passés. Alors c'est pour le gouvernement américain, c'est une étonnante. Ce qui est étonnant, c'est pas que ça arrive. Ce qui est étonnant, c'est qu'il en parle. Ben, moi, ce qui m'a fait plus de peine là-dessus, c'est que les journaux qui ont sorti ça présentement risquent d'avoir des poursuites pour dévoilement d'informations top secrètes. Et le problème là-dedans, c'est qu'on veut poursuivre les gens qui ont sorti la vérité parce qu'ils mettent en danger la vie des gens, alors que c'est quelque chose qui fait partie du devoir de la presse de sortir. Exactement. Et il y en a beaucoup qui disent, sur Reddit entre autres, il y a beaucoup de gens qui disent que le vrai problème ici, c'est pas que ce programme-là soit en cours, c'est que on interdise d'en parler, c'est que ce soit la liberté de presse qui soit muselée là-dedans. Ah, mais si je peux me permettre, je mettrai pas de thème, mais rétroactivement, ce qu'on est en train de faire, c'est une chronique conspiration. Et non, parce que c'est pas une conspiration. Non, c'est ouvert. Tout le monde en parle. Oui, mais conspiration, je veux dire, gouvernementale, ça fait combien d'années? Oui, mais quand une conspiration est dévoilée, c'est plus une conspiration, c'est juste une machination. Oui, le monde ne conspire plus. Malheureusement, on n'a pas de chronique machination. À venir au Geek contre-attaque de la chronique machination. Oui. On pourrait peut-être enregistrer comme des écrous qui frottent puis ça ferait de la machine. Non, oui, okay, c'est on engage Train 13 Nord qu'il nous fasse un thème. Oui. Je veux qu'on ait une collaboration avec Train 13 Nord. Mais donc oui, c'est ça. Donc c'est le prisme. Si vous en entendez parler cette semaine, vous saurez de quoi il est question. Il y a fort à parier que ça va durer encore quelques temps, ce scandale, si on peut appeler ça un scandale, parce que ça se perd dans une mer de scandales et entre autres de révolution en Turquie qui est en train de se passer. Qu'on n'entend presque pas parler. Dont on n'entend presque pas parler. Si c'était pas de Twitter, on n'aurait absolument quasiment aucune idée de ce qui se passe là-bas. Et oui, et c'est ce qui rend la chose ironique, c'est que effectivement, comme autant les moyens de communication tels que Facebook, Twitter et le reste des interwebs est utilisé par le gouvernement américain pour mettre la main sur vos informations personnelles, autant c'est encore une fois utilisé par des mouvements contestataires en tant que façon de s'organiser, de se libérer, de se regrouper. Ça va dans les deux sens. On est comme tombé sur la force, là. On est comme tombé sur le... C'est comme un couteau de cuisine. Tu peux couper un légume ou tu peux poignarder sauvagement ta femme 14 fois dans le visage. Ok, on va aller sur quelque chose de plus léger, je pense, avant de prendre une... T'es sûr? Parce que il me semble qu'il y a beaucoup de métaphores à faire. Mais vas-y. Oui. Ok. Est-ce que vous êtes des fans de science-fiction, fantasy, médiévale, Donjons Dragons, des choses comme ça ici? Science-fiction, fantasy. Ben, je veux dire, le monde fantaisiste du médiéval, grandeur nature. Attends, je regarde mon t-shirt. Oui, bon. À une certaine époque, pas à une certaine époque, mais je voulais dire, si vous jouez à n'importe quel de ces jeux-là, surtout les illustrations d'illustrateurs de livres de fantasy, on a le classique, ce qu'on appelle l'armure à seins. C'est donc le personnage féminin à la trop grande poitrine qui porte une armure de métal avec une forme gigantesque pour retenir sa poitrine voluptueuse de créatures sexualisées pour un public masculin. Et ceux et celles qui n'ont pas encore rencontré cet archétype, ne soyez sans crainte, il est très près de vous, vous ne le savez juste pas. C'est également une variante du fameux chainmail bikini qui avait été donc le bikini en cotte de maille qui était popularisé entre autres par Red Sonja. Il y a même la variété Star Wars là. Surtout la variété Star Wars. Des scientifiques qui s'occupent justement un peu de balistique et puis de protection ont analysé ce concept-là par rapport aux armures réelles de l'époque médiévale et ont découvert que c'était bien parce que ça laissait de la place pour la personne à respirer, mais que c'était une faiblesse incroyable dans l'armure. Porter une armure comme ça, c'était simplement exposer des vulnérabilités au niveau des joints où la base de l'armure et de la protubérance était une faiblesse. Donc vous n'aviez qu'à tenter de perforer cet endroit-là et vous rentriez dans le cœur facilement. Porter cette armure-là, ça va avoir une grosse cible sur le corps. C'était donc une très mauvaise idée. J'espère juste qu'on va maintenant pouvoir arrêter et passer à autre chose. Ce que j'avais lu, moi, parce que oui, j'avais fait mes recherches sur les armures à seins, c'est que les protubérances en question avaient tendance à dévier les potentielles lames et ou projectiles vers les organes vitaux plutôt que de les envoyer à l'extérieur. Alors, je tiens quand même à citer au moins 2 types d'armures portées par des femmes qui n'avaient pas des protubérances mammaires et qui étaient capables de bloquer efficacement les tu vas voler mon exemple, excellent. Vas-y avec ton exemple. Moi, j'allais dire Jeanne d'Arc, dans le film Jeanne d'Arc, qui était simplement une armure d'homme où elle s'était mis une sorte de brassière sport médiévale. Ah, ben tu vois, moi, j'allais dire Brienne dans Game of Thrones.
ben je suis pas Game of Thrones. Ah, oui. tu sais plus. Ah, tu suis pas Game of Thrones. Pas encore. Je suis pas encore de décider si je dois le lire ou l'écouter. Tu viens de me tuer une geektualité drette là. C'est la petite fille qui se fait passer pour un petit gars, là. Non, Brienne, c'est la grande grande fille qui se fait passer pour un grand Arrêtez de me spoiler. Et l'autre exemple que je veux sortir, c'est bien entendu, et je le dis depuis des années, mais l'armure de Samus Aran dans Metroid est absolument faite pour bloquer ce genre de truc et se transformer en grosse boule qui roule. Ben oui, ça bloque des lasers. Si ça bloque pas des épées, je me demande. Voilà. Donc, je crois qu'on va arrêter les geektualités ici. On a commencé à dévier un petit peu trop. Maintenant que tu viens de me dire que t'as pas écouté Game of Thrones et que je pourrais pas faire de spoilers. Déception. Ah, oui. C'est bon. Je crois que mes oreilles ont le goût de musique tout d'un coup. Ah oui, si on a de la musique, incroyable. Alors, La chanson de la semaine! Chanson de la semaine est en collaboration avec Monsieur Philippe Jacques qui va nous présenter la chanson. Alors, la première chanson, c'est une chanson qui est en lien avec ma surprise. Vers 11h30, on va avoir un invité. Alors, c'est en lien avec ça. La chanson s'appelle le Wang Wang Rap. Vous l'avez peut-être vu traîner sur les interwebs. Mais qui est Wang Wang? C'est notre nain espion philippin favori. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Il n'y a qu'un Wang Wang. Donc, le rap est un ramassis d'extraits du film et a été remixé par des Torontois. Le groupe s'appelle The Chuds. Oh. C'est donc le Wang Wang Rap de The Chuds. On se revoit dans quelques minutes au Geek Contre-Attaque. Hey yo, we good to go? Hell yeah, it's Agent 00. Don't want no trouble, those are your best. To put your weapon down slow. Keep your hands low down where he can see him. To put him up high, he's a tiny human being. Guaranteeing security to Filipino citizens. It's all the same thing to Wang Wang, guilty, innocent. He's got his own style, he's got a cute little smile. In fact, one time he even got picked up by a pedophile. Kill that, he skilled at the art of attack. He got a razor blade, had a little guy, and a rocket pack. He doesn't like booze, so never pour him a shot of scotch. Just give him a coke and you won't get a pop in the crotch. These movies you love to watch, you know that they all sweet. Wang Wang is doing this thing under 3 feet. They say that he's whack, that he's weak, yeah, yo, you know what? They say that in the Philippines, and watch out for the bowl cut. Getaway car, cause you just finished the heist. Got through the SWAT, lots of cops, so you're thinking you nice. Mastermind, genius thief, you think you already own the title. From behind you hear the whine of a mini motorcycle. And roll up quick with 2'6" of trouble on top. He shoots a look, crooks get shook and you can feel your heart stop. The kind of man that can chill you right through to your soul. He shouts, pull over to the side of the road, I'm Interpol. Best oblige and subside, cause if not you're sure to die. By a bolt staff to the gonad, suicide in the eye. Try and flip the script, if he's outnumbered and underhanded, he's outstanding. He can jump the Grand Canyon and land in a mini bandit. Fighting for justice, he'll never lose. Finest barbers and tailors, he know he's always looking smooth. He'll take you out without a doubt. Boom, bitty, bang, bang. My advice to criminals is stay the fuck away from Wang Wang. Wang, 2'9", he'll kick you in the nutsack from behind. If you think
Wang Wang's coming soft to slack. Never that, never that, never that. He's Back on the scene is the man who just cash checks and have sex. He's seen your mama naked with his high-tech mod spec. Virgin hotel rooms never giving a shit. If he sees a naked bitch, best believe she get a tender kiss. After busting some heads, y'all could catch him at the disco, rocking up skirts and clocking more thongs than Cisco. Staying alive is no jive when he dance. The women cry, they get hypnotized by his hips swaying side to side. These fake secret agents try to front, but they get played. Wang Wang could pierce Brosnan with a katana blade. Leave you in the hospital, your condition is critical. You're finished, bro. Even the doctor sounds a little cynical. You're such a little guy, though. Very petite, like a potato. Yeah, let's go. Yo, man, I tell you what, that Wang Wang is a stone-faced killer. I mean, criminals ain't got no shot against him. Why you try? Everybody, hey, look, hey. I can't believe what happened. It's a boy. Hey. What happened? I can't believe it. Where did he come from? Whoa, pretty boy. Yeah. Aren't you a pretty boy? Handsome too. Quel bon acteur, ce Wang Wang. Yes! Que du bon goût! Donc, vous avez écouté le Wang Wang rap, bien sûr, un rap sur une grande petite personne de Kung Fu des Philippines. Nous allons tout de suite passer quand même à une légère chronique avec le prof Trudeau qui est avec nous. Oui. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps qu'on attend ça. C'est maintenant l'heure du cours Geek Sir avec le professeur Simon Trudeau. Ah, c'est de la musique à mes oreilles. Je monte de niveau à chaque fois que j'entends ce thème. Et oui, cher geek, audio-spectateur, je pense qu'on peut dire ça. Oui. Ben oui. Radio-spectateur peut-être. Non, il regarde pas les ondes. Ah, oh, c'est vrai. Il écoute les ondes. Alors, cette semaine, plusieurs sujets s'offraient à nous. Nous en avons choisi un, nous étant bien entendu moi Toi. et mon équipe de recherchistes hors pair. Tu veux dire les esclaves attachés dans le sous-sol? Oui, mais il ne faut pas les mentionner lorsque la GRC est peut-être à l'écoute. Donc, je ne les mentionnerai pas par nom. D'accord. Cette semaine, donc, c'est à partir de lundi, à partir de demain, c'est le E3 qui commence à Los Angeles et qui va accueillir certaines de nos nouvelles les plus endiablées sans doute la semaine prochaine. Brièvement, je vous explique comment. Je veux vous donner quelques mots, quelques brefs conseils pour survivre au E3. Et mon conseil est le suivant. Attendez que ça passe puis regardez les vidéos sur Internet. Fin de la parenthèse. OK, tout simplement. Oui. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on a, comme Simon l'a mentionné durant les Geektualités, on a eu une nouvelle comme quoi David Hayter, qui faisait la voix de Solid Snake ainsi que celle de Big Boss dans toute la série Metal Gear Solid, et qui était reconnu. Il s'était quand même fait une carrière sur le dos du héros de Hideo Kojima. Et il ne reprendra pas son titre, ce rôle titre lors du prochain opus de Metal Gear, qui sera remplacé par une vedette d'Hollywood, soit Kiefer Sutherland. Ça a amené certaines personnes, et dont moi et mon équipe d'esclaves recherchistes, à se poser la question, mais à quel point c'est important un voice actor, un acteur vocal dans un jeu vidéo? À une certaine époque, ça n'aurait pas été important. À une certaine époque, les voix étaient considérées comme quelque chose de secondaire. À une certaine époque, il n'y avait pas de voix. À une certaine époque, il n'y avait pas de voix. Et même à une certaine époque, l'écriture était considérée comme un médium secondaire dans le jeu vidéo. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a des séries qui ont été accompagnées, qui ont été bâties un peu sur le dos des acteurs vocaux. Et on est en train de se poser la question, mais est-ce qu'il y a une appartenance aux acteurs qui font les voix? Est-ce que c'est comme si on remplaçait, je ne sais pas moi, Robert Downey Jr. dans le rôle d'Iron Man? Est-ce que les gens vont soutenir l'intérêt? C'est un pari quand même assez fort pour que les studios se posent solidement la question. En ce moment, il y a plusieurs personnes qui font la recherche. Et pourquoi, je veux interroger mes collègues geeks, est-ce que vous pensez que c'est important un acteur vocal dans un jeu vidéo? Et pouvez-vous mentionner un exemple d'un acteur vocal qui a retenu votre attention assez pour que vous appreniez son nom?
Moi, malheureusement, j'ai appris les acteurs tout simplement parce que je n'ai entendu parler par la suite. Je suis juste pas bon à reconnaître les voix, que ce soit au cinéma ou à la télé. Mais tu peux pas aller, excusez-moi, vous pouvez pas aller à l'encontre d'un des plus prolifiques dans l'industrie du jeu vidéo. On va parler bien sûr de Mark Hamill. Ah, oui, tu m'as volé qui, mon exemple. Après avoir has-beené au cinéma, est devenu, comment je veux dire, un incontournable. Là. Oui, c'est d'ailleurs la voix du Joker dans les dessins animés des années 90 et dans la série Arkham aussi. Oui, effectivement. Et Mark Hamill est cité à maintes et maintes reprises comme étant l'un des acteurs vocaux les plus non les plus prolifiques, quoi, qu'il en a fait pas mal, mais du moins les plus reconnus. Ce qui est étonnant, c'est que c'est quand même l'acteur qui a joué Luke Skywalker, et c'est vraiment pas sur le dos de Luke Skywalker qu'il a construit sa carrière. Il a vraiment construit sa carrière en faisant des voix, et il est cité à plusieurs reprises comme étant un des pionniers du genre, grâce à une des personnes auxquelles on se réfère dans ce ordre-là. Mikey, t'en avais-tu quelqu'un? Moi, malheureusement, contrairement à Simon Boucher, j'ai un don particulier pour reconnaître les voix, mais je n'ai pas la mémoire des noms, alors... Mais je peux quand même dire mon avis là-dessus. Le voice acting, les acteurs vocaux sont, à mon avis, aussi importants que les visages, les acteurs réels. Plus le rôle est important, plus c'est difficile de le changer sans que un tollé de protestation. On les entend, les acteurs. C'est comme au cinéma qu'on entend Yves Corbeil. On s'en rend compte, là. Ou Bernard Fortin. Mais voilà. Mais comme j'ai déjà dit il y a quelques semaines, un film avec Yves Corbeil a des points bonus. À ce point-là? Oui. Ah, je pensais que c'était juste un 6 avec une petite barre en dessous. Non, moi je c'est ça, 6 points bonus avec une barre en dessous. Ah, ok. Mais il y a des... Et ça m'amène au point que les acteurs vocaux, on passe beaucoup... En fait, si on considère que les jeux, aujourd'hui, durent entre... pour la plupart, en moyenne, si j'exclus les Call of Duty ou etc., ou même si je les inclus, on peut passer 20, 30, voire 40 heures dans un jeu dans lequel l'acteur va avoir beaucoup de dialogue, souvent plus que dans un film, peut-être même plus que dans une série télé. Oui. On va être en présence de la voix de ce personnage-là, de cet acteur-là, pendant plusieurs heures, au point où on va se familiariser. Et si l'acteur tire une bonne performance, il y a fort à croire que juste entendre sa voix par la suite, même si c'est pas dans le contexte du jeu, ça va créer une sorte de familiarité. Il y en a beaucoup qui disent qu'il y a une relation à long terme. Là, je suis en train de citer le site Yo9, mais c'est une nouvelle qui nous vient de Kotaku. C'est un article qui vient c'est 2 articles de Gawker, donc qui sont s'entrecroisent. C'est ça, c'est je traduis au fur et à mesure que je lis. Changer l'acteur dans ses rôles brise une relation à long terme qui s'établit entre le joueur et le personnage. L'exemple du cinéma est très bon parce que beaucoup d'acteurs, avant qu'il y ait une carrière connue, était traduit par n'importe qui, tandis que là, il y a un certain point, mettons, Bruce Willis est devenu populaire, c'est toujours été la même personne qui l'a repris, mais les vieux films, t'as pas la même voix, puis là, quand tu fais un marathon, c'est complètement cassé. Oui. Du côté des jeux vidéo, le meilleur exemple pour moi, c'est Max Payne, parce qu'ils ont changé le visage de Max Payne de Max Payne 1 à Max Payne 2, mais je crois que la voix, c'est la même, puis ça l'aide à garder une image du personnage qui est positive. Très, très vrai, et Max Payne a changé encore une fois de visage dans le 3e, et il a été... mais il a gardé sa même voix. Et ça l'a permis de la... Oui. Là, tu viens de me faire le signe de la mort, oui. Donc, on va prendre une petite pause pour penser à tout cela et on se revoit bien sûr à Ennemi au Geek Contre-Attaque. CKRL 89.1 à Québec.
La troupe Artifice présente dans une mise en scène de Joanie Chabot pour Hommes seulement 2. Les personnages sont de retour dans une aventure encore plus drôle et touchante. Cette fois-ci, c'est une course contre la montre pour retaper Dan qui vient de se faire planter là par sa blonde qui est sur le point d'accoucher. Pour Hommes seulement 2 à l'Expo Théâtre de la Visitation, 814 Route de l'Église du 13 au 16 juin et du 20 au 22 juin, 20h. Une comédie où le rire sera assurément au rendez-vous. Réservé au 88 580 2828, les profits iront à la Fondation Gilles Kegel. CKRL a le mandat pour une 3e année consécutive de faire la cueillette de matières recyclables lors de la fête nationale et on souhaite votre participation. Alors qu'est-ce que vous faites le 23 juin prochain? Venez passer une soirée agréable tout en contribuant au financement de votre station et aussi à la propreté de votre ville. Faites part de votre intérêt en écrivant à direction@ckrl.qc.ca ou par téléphone 88 640 2575 poste 201. Jeudi, le 13 juin à 17h, la Barberie ouvre officiellement sa terrasse. Le thème, le mariage. Bière brasse, camarade, acceptez-vous de prendre le fromage de sauvagine ici présent pour l'époux? Oui, je le veux. Tabarn! Sur place, mariage, bière fromage, bière chocolat et une prestation de robot et limoilou libre. Allez, buvez en paix. CKRL est à la recherche d'animateurs pour l'émission Nouveau Cru les après-midi de semaine de 13h30 à 15h30. Informez-vous à programmation@ckrl.qc.ca ou téléphonez au 88 640 25 75 poste 210. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 15% de rabais chez Seb's Thé et Lounge, 67 René Lévesque Est, et au Dorsey, le restaurant pub européen, 65 rue de Buade. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Revoici les Geeks contre-attaque! Parlons de voix. Oui. Les conseils de Simon numéro 1. Ne faites jamais de la radio avec vos écouteurs d'iPod autour du cou. Vous mettez pas les bons quand on revient de la pause. Donc, pratique. De retour au Geek contre-attaque. Monsieur Philippe Jacques, notre pyrologue, vous avez pour nous quelque chose, un invité. Mais oui, tout d'abord. Mais tout d'abord. Non, mais oui, c'est quand même... Oui. Le fond du baril scruté à la loupe. Voici notre pyrologue, Philippe Jacques. Donc, je vais te laisser le présenter, mais c'est aussi bien sûr en conjecture avec un événement qui va se passer bientôt à Québec. Fan de pyrologie, en fin de semaine se déroule un événement incontournable pour les amateurs de vidéos louches et j'ai nommé Total Crap. Simon Lacroix et Pascal Pilote sont de retour en ville les 14 et 15 juin au Cercle sur Saint-Joseph pour vous présenter la 10e édition de l'événement qui devient de plus en plus couru à chaque année. Vu que c'est leur 10e anniversaire, j'ai décidé de faire ça spécial et on a pour vous Simon Lacroix en personne pour une entrevue au bout du fil. Et oui, un autre Simon à l'émission. Décidément, ils gouverneront la Terre un jour. Simon Lacroix, bonjour. Salut, ça va? Oui, toi? Oh, oui. Premièrement, pour nos éditeurs qui nous connaissent, qui vous connaissent peu ou pas du tout, peux-tu me décrire en gros le concept de Total Crap? Total Crap, on passe le pire qui a passé à la télévision, au cinéma, des affaires super mauvaises, mais des affaires super drôles. Oui, et ça génère souvent des malaises en public. C'est très, très, très agréable à regarder pour l'avoir vu plusieurs fois. Alors, est-ce que tu pourrais me dire quelle est la genèse de Total Crap? Comment vous êtes venu l'idée de faire ça au grand public? En fait, moi, moi, je fais des films dans la vie. Oui. Et je participais aux soirées kino à Québec, parce qu'en fait, Total Crap a commencé à Québec, parce que je viens de Québec. Puis, c'est ça, je participais aux soirées kino, puis à un moment donné, je savais pas quoi faire comme vidéo. Fait que j'avais une émission de lutte québécoise que j'avais enregistrée depuis 1986. Puis, à chaque fois que les gens venaient chez moi pour me visiter, je leur montrais des extraits de ça, tout le monde trouvait ça bien drôle, je me suis dit, je vais faire un montage avec ça, je vais présenter ça à Kino. Je me suis dit, au pire, le monde va crier chou, va m'envoyer chier. Le niveau de succès? Oui, c'est ça, tout le monde se roulait à terre, ça n'avait pas de bon sens. Fait que
là, j'ai continué à faire des montages comme ça, mais tu sais, ça restait juste là. Puis éventuellement, je parlais de... Je sais pas pourquoi on a commencé à parler de ça, moi, c'est Pascal. Bon, on s'est mis à parler du fait qu'on collectionnait des mauvais extraits télé et cinématographiques. Puis éventuellement, on s'est mis à faire des soirées dans le salon chez Pascal. Puis on s'est dit à un moment donné, pourquoi pas louer un bar? Fait que pour faire une soirée Total Crap. Fait qu'on a loué le Scanner à Québec. On s'attendait qu'il y ait peut-être rien que 25 personnes, juste nos amis. Mais en fin de compte, il y a eu 230 personnes à la première soirée Total Crap. Fait qu'on se dit, on a peut-être de quoi, en fin de compte. Comment se passe le processus maintenant que c'est rodé là, pour monter une édition de Total Crap? Qui fait quoi? Combien de temps ça prend? On fait un nouveau Total Crap une fois par année. Oui. Des fois, on va faire un spécial, comme on a déjà fait un spécial Noël ou un spécial turc. Oui. C'était délicieux. Donc, c'est ça. Moi et Pascal, on fait le tour des marchés aux puces, puis des brocantes, etc., pour trouver des vieilles VHS. Fait que chacun de notre côté, on écoute des VHS. Éventuellement, on se réunit. On extrait les un worst stuff, si on veut. Drôles des VHS. Puis éventuellement, on se réunit, puis on fait un deuxième tri. Bon, là, ce qui nous fait rire encore, il va passer au troisième tri, si on peut dire. OK. Fait que jusqu'à temps qu'on voit jusqu'à temps qu'on se rende au montage final. Fait que là, ce qui est dans le montage final a peut-être été écouté une vingtaine de fois, puis ça veut dire que si c'est dans le montage final, ça veut dire qu'on rit encore. C'est toi qui s'occupe du montage? Ou c'est un travail d'équipe? Moi, je fais le montage, c'est sûr, mais Pascal est là pendant que je fais le montage. Okay. C'est des choix éditoriaux à deux, si on peut dire. On va revenir à l'édition de cette semaine. Si j'ai bien compris, ce sera un best-of ou un worst-of des éditions précédentes de Total Crap. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à avoir quelques nouveautés? Oui, il y a quelques nouveautés. Donc, il y en a deux. Je sais pas, parce que ce Total Crap-là, on l'a présenté à Montréal là, au début mai. Puis je sais pas pourquoi qu'on s'est pas encore fait poursuivre. On est sûr que les nouveaux extraits qu'on va mettre, qu'on a mis dans le Total Crap, on va se faire poursuivre. Donc c'est ça, il y a quelques nouveautés, mais la plupart c'est vraiment un best-of là, des 10 ans Total Crap. OK. Au fil des années, Total Crap a reçu plusieurs invités live comme Normand D'Amour ou le métalleux canadien Thor. Quel est celui dont tu es le plus fier d'avoir approché pour le show? Bonne question. Je te dirais, on a déjà eu comme invité Gaston Lepage. Oh yeah! Puis, c'est bon, ça. Il est venu nous parler de relever sur le défi. Stage. Comment? Il vous a parlé de relever le défi? Exactement, il est venu nous parler pendant 15 minutes de temps sur le stage de relever le défi. C'était drôle du début à la fin. Là, on a vu que le gars, dans le fond, il se prend vraiment pas au sérieux. Ça ne dérangeait pas qu'on rit. Hein? Il faisait ça pour payer ses factures, puis lui aussi, il devait être aussi découragé que nous autres par moment. Peut-être, là, mais non, mais en conclusion, il avait bien aimé l'expérience de relever le défi. Puis non, c'est vraiment un moment magique de l'histoire de Total Crap. C'est bon, ça. Si tu n'avais aucune contrainte, quelle qu'elle soit, quel serait ton invité de rêve? On peut réanimer des morts pour cette question. Ouais. Je dirais que dans le contexte de Total Crap, notre invité de rêve, on l'a eu, puis c'est Normand D'Amour. Ah oui. C'est pour ça qu'on l'a eu pour le 10e anniversaire à Montréal. Est-ce qu'on peut s'attendre à le voir à Québec cette semaine? C'est parce que, tu sais, faire venir un invité à Total Crap, ça implique beaucoup de choses, comme par exemple le faire déplacer, donc le transport, fait que ça coûte d'argent. Si on le fait venir 2 soirs de suite, il faut l'héberger. Donc, encore une fois, il y a une autre contrainte monétaire. Oui. Et peut-être que la personne ne se déplace pas pour rien non plus, dans le sens que il y a encore une fois une autre contrainte monétaire. Donc, avoir un invité à Québec, ça impliquerait aussi de monter le prix des billets. OK. Surtout si l'invité n'est pas de Québec. Donc, tu sais, on a le choix entre avoir un invité qui va peut-être être juste un 10 minutes dans la soirée. Il va être impliqué juste un 10 minutes dans la soirée. Cet invité-là coûterait à peu près la moitié du prix des billets. Fait que, tu sais, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire
C'est là qu'on... Comme là, vous avez gardé le prix des billets à 10$, je crois, pour cette édition-là aussi. Exactement. Si on compare à Montréal, la dernière fois, qui était entre 18 et 20$, on est gâtés. Il y a une différence. Oui, puis de toute façon, on a un invité d'une manière ou d'une autre. C'est Frisquet, la mascotte Tuc. Oui. Les fans de Total Crab vont savoir de quoi je parle. C'est la pub. En fait, la mascotte, elle est dans la pub du Carnaval des glaces de Saint-Sylvain. Oui, j'ai hâte de voir ça. À chaque Total Crab depuis le début. Je peux te poser une question quand même un petit peu touchée. Est-ce que c'est le vrai Frisquet, la véritable mascotte originale ou une reproduction? On a regardé dans le costume la tuque, puis il y a une étiquette sur laquelle c'est écrit mascotte originale. Donc, c'est la vraie mascotte. Si c'est l'original, j'ai hâte d'aller me faire prendre en photo avec lui. Oui, en fait, c'est ça. Tous les gens vont pouvoir se faire prendre en photo. C'est excellent, c'est formidable. Quel est votre segment préféré là, de toutes les Total Crap à toi et Pascal Pilote, là? Pascal Pilote, en fait. Il y en a vraiment beaucoup là, depuis le début de Total Crap, mais c'est sûr que les classiques comme le Noël du Canal 9 ou Beaupré, ça demeure quand même dans nos préférés. Sinon, un qu'on a comme un peu redécouvert, on peut dire, en faisant le montage du 10e anniversaire de Total Crap, c'est La Merveille masquée de Drummondville. C'est un ancien lutteur qui avait un masque à l'époque où il était lutteur. Il a décidé de faire une émission d'intérêt public à la télé communautaire de Drummondville. Donc, il fait venir ses invités dans l'arène, comme par exemple la mairesse de Drummondville, et il l'interviewe dans l'arène. C'est vraiment... ça doit être fantastique. Si tu avais un film à projeter dans son intégralité à Total Crap, ce serait quoi? On l'a déjà fait. On avait fait un Total Crap spécial pour ramasser de l'argent parce qu'il y avait eu un tremblement de terre qu'il y avait eu en Haïti. Oui. Tout le monde au Québec avait été bien touché de cette situation. Fait que nous autres, on s'en virait de bord une semaine après, on faisait un Total Crap où on projetait au complet le film Putain de chômage. Putain de chômage, qui est un film de cul québécois. Et qui est très rare d'accès, là. Donc, on peut dire qu'on a projeté un film de cul pour ramasser de l'argent pour les victimes en Haïti. Une excellente cause. Après toutes ces heures de vidéos craptastiques derrière la cravate, y a-t-il encore des choses qui vous traumatisent encore un temps soit peu? On est fait tough, on peut dire, dans le sens que y a pas tant de choses que ça qui me traumatise, non. On se désensibilise avec le temps, hein? Ouais, mais c'est sûr qu'il y a encore des choses qui nous font rire, mais qui nous traumatisent, non, c'est un peu dur à trouver. Tranquillement, pas vite, Total Crap grandit. J'ai vu que vous avez commencé à faire des tournées au Québec récemment. Comment de villes environ ont reçu votre visite, puis comment s'est déroulée la tournée? Pour l'édition de Total Crap 9, je pense? En fait, c'est qu'on va toujours un peu partout au Québec depuis, je te dirais, depuis 7-8 ans, quasiment depuis le début de Total Crap. OK. Ça va très bien. Il y a des super bonnes réactions. Puis même récemment, on est allé, en fait, 2 fois, on est allé en France. Oh! Et la réaction du public a été bonne? Il y avait des très bonnes réactions aussi. Non, je pense que la craft, c'est assez universel. D'ailleurs, j'ai 2 de mes amies françaises qui me suivent absolument à chaque fois que je vois Total Crap. Je pense que vous avez de quoi, là. C'est international et ça s'exporte bien. Oui. Comme dernière question, j'aimerais savoir si vous aviez dans les plans de sortir une compilation sur DVD pour les fans faites tough comme moi et mon collègue Simon et qui en demandent toujours plus. Il n'y a pas vraiment de plan pour un DVD. Si on avait sorti un DVD, on l'aurait sorti peut-être il y a 5-6 ans, mais maintenant, on est quand même en 2013, le marché du DVD, c'est mort. Tous les clubs vidéo présentement sont en train de fermer. Donc, je vois pas l'intérêt en 2013 de sortir un DVD juste pour cette raison-là, mais il y a aussi une raison de droit d'auteur. C'est sûr. Fait que, déjà que vous n'êtes pas fait poursuivre à date, on fera pas par exprès. Exactement. On a eu des menaces, mais tu sais, les menaces, c'est assez pour nous... parce que, tu sais, on fait pas vraiment d'argent avec ça. Si on est pour, en plus, n'en perdre parce qu'on se fait poursuivre par quelqu'un, c'est-à-dire,
On fera pas exprès, là. C'est pour... Bon, Simon Lacroix, merci beaucoup. On se revoit vendredi ou samedi au Cercle sur Saint-Joseph, ici même à Québec. C'est à quelle heure, Philippe? C'est à quelle heure, Simon? C'est à 21h les deux soirs. Moi, je vous conseille d'arriver de bonne heure. À 8h. Ouais. Arrivez avant 8h parce que ça se remplit et extrêmement c'est seulement rapidement. $10, alors profitez-en. Bon, ben merci Simon. Longue vie à Total Crap. Fait que je vous remercie beaucoup d'être venu à l'émission. Merci beaucoup. Power to the Simon. Merci, puis à la prochaine. Au revoir. On va se voir en fin de semaine. Ben, c'était incroyable, ça. C'est notre première entrevue par téléphone. Oui, ça s'est bien déroulé, Mikey, à la mise en onde. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Écoutez, moi aussi, je suis un très grand fervent amateur de crap, donc... Il y a des grosses chances que si vous venez au Cercle en fin de semaine, on reluque les bas-fonds du Cercle. Oui, il peut très bien qu'il y ait une tablée de geeks ce week-end. Donc, je pense qu'on va se remettre de nos émotions en prenant un petit break musical, M. Mikey. Ben oui, ça va faire du bien, ça. Ah oui. La chanson de la semaine 2! Simon, je pense que c'est toi qui as choisi la deuxième chanson. Oui, c'est moi qui l'ai choisi. Il y a quelques temps, en fait, la semaine dernière, j'ai animé un match d'improvisation à saveur dessin animé, où chaque impro était basé sur un dessin animé, et ça m'a permis de découvrir que le public de Québec a un goût particulier pour les dessins animés des années 90 et spectaculairement, presque universellement, un goût pour la série américaine canadienne, s'appelle Reboot, en français Megabug. Oui. Et donc, j'ai trouvé le thème orchestral de la série qu'on s'apprête à jouer. Je pense que tu vas rendre une Sabrina Cloutier heureuse. Ah, elle l'a déjà entendu, elle était dans le match. Donc, on se revoit dans quelques minutes au Geek Contre-Attaque à l'antenne de CKRL.
Donc, c'était la version orchestrale de la tune, bien sûr de la chanson du thème de Reboot, donc Megabug en français, ici au Geek Contre-Attaque antenne de CKRL. Donc, avant de partir pour l'entrevue, nous avions commencé une légère chronique que nous avons dû arrêter pour des raisons qu'une entrevue était réglée à une heure particulière et que nous ne voulions pas faire attendre notre invité. Monsieur Trudeau, vous nous parliez quelque chose avant la pause, je crois. Oui, ceux qui viennent de se joindre à nous ou ceux qui ont la mémoire d'un poisson rouge, nous étions en train... Un poisson rouge a une très longue mémoire, c'est pas vrai ça. Ah, donc, dans le fond, vous avez été, Monsieur Trudeau. Oh, dans ta face, Trudeau. Je me vengerai un jour, vous verrez. Non, c'est ça, on était en train de parler des acteurs vocaux, les voice actors, l'importance que les acteurs vocaux ont revêtu dans les dernières années, tout spécialement dans les jeux vidéo. Et parce aussi dans les dessins animés. Les jeux sont de plus en plus cinématiques. Si on prend des jeux comme Heavy Rain ou des jeux qui vont beaucoup plus sur l'expérience puis l'interaction avec les personnages. Prend, Simon, Deadly Premonition, qui est composé presque entièrement de cinématiques. Oui, ça en prend des acteurs pour remplir ces longues et non contrôlables cinématiques. Et ça a donné naissance à un phénomène qui est la vedette vocale. Donc, il y a des acteurs vocaux et il y a maintenant des vedettes vocales. Je vais en nommer deux qui sont strictement, en fait pas strictement, mais qui sont essentiellement des acteurs vocaux. Je pense entre autres à deux personnes, deux noms que peut-être vous avez entendu, mais dont sûrement vous avez entendu la voix. La voix de Nolan North. Oh, ça, c'est un nom que j'entends souvent. Nolan North. Qu'est-ce qu'il a fait, Nolan North? Est-ce que c'est lui qui faisait la voix de Drake? C'est lui qui fait la voix de Nathan Drake. Voilà. C'est lui qui fait la voix du pingouin dans Arkham City. Ouais. Il fait mille et une voix. Il a été engagé pour faire différentes voix de ce type-là. Et maintenant, il est devenu une célébrité, entre autres à cause de son rôle de Nathan Drake dans la série Uncharted. C'est un acteur qui a une longue carrière, il a commencé au début des années 2000, mais qui a seulement connu le succès vraiment à cause de la série Uncharted. Et puis depuis, ça c'est parti. L'affaire, c'est que personne ou à peu près met un visage sur le nom Nolan North. Quoique, quel nom d'acteur? Nolan North. Oui. Mais, ça pourrait être un super-héros, là. Mais, et c'est vraiment, comme avec Mark Hamill, on le connaît essentiellement parce qu'on reconnaît sa voix. Côté féminin, je vais mentionner une autre célébrité vocale, Jennifer Hale. Non, Jennifer Hale. Non, Cricket. Elle fait au moins 4 rôles dans Family Guy. Elle fait la voix féminine du Commander Shepard dans la série des Mass Effect. Ah, Femme Shep, oui. Et elle a un long pédigré aussi que je vais afficher sous peu. Et ça, c'est la raison pourquoi j'en parle, c'est que ce sont des acteurs qui n'ont pas de présence scénique. Ce sont des acteurs qu'on connaît strictement par leur performance vocale. Mais le concept est pas complètement nouveau. Si on parle de ceux-là qui faisaient les radioromans dans les années 50-60 avant la télé, absolument, c'était un peu le même principe. C'est juste qu'avec l'arrivée de la télé, ces gens-là ont tout été écartés. Puis là, maintenant, ils font un retour sous un nouveau médium. Absolument. Et on peut penser, entre autres, à des gens qui ont commencé avec en tant qu'acteurs vocaux et qui sont devenus par la suite qui ont incarné des rôles au cinéma. Un des plus fameux, c'est Ian Holm, qui avait jadis, avant sa carrière cinématographique, incarné le rôle de Bilbo Baggins dans l'adaptation radio-roman du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, et qui par la suite a pris ce rôle-là dans Le Seigneur des Anneaux. Il est devenu l'acteur qui jouait le rôle de ça. Aussi, on a reçu un texto pendant la pause musicale de notre maître le vénérable du sommet. Le vénérable du sommet. Pourquoi? Parce qu'il est vieux et frais et là qu'il a une longue barbe. Puis qui fait de la lessive. Ah oui, c'est bon. C'est ça. Donc de Éric Lajoie, vous l'aurez reconnu, qui tient à ce que je parle absolument des rôles de Liam Neeson et de Felicia Day. Liam Neeson, on le connaît, c'est un acteur de cinéma. Il a été mentionné, il a gagné quand même quelques prix. C'est Qui-Gon dans épisode 1. C'est Qui-Gon Jinn, donc il a formé Obi-Wan Kenobi et il a également formé Batman. Alors quand vous avez formé Batman et Obi-Wan Kenobi, je pense qu'on peut dire que sur l'échelle du badass, vous êtes vénérable. Vous êtes pas mal en haut. Et lui, ça a l'air de rien, on l'a vu
passé très brièvement dans la série des Fallout. Dans Fallout 3, il jouait le rôle du père. Donc, il a formé votre personnage. En plus de Batman et de Qui-Gon Jinn, vous avez été formé par Liam Neeson. Donc, vous pouvez dire que j'ai été formé par Liam Neeson si vous avez joué à Fallout 3. Sinon, allez jouer au Fallout 3 pour pouvoir dire ça. Sinon, l'autre personne, je pense, avait nommé, c'était Felicia Day. Felicia Day, la tête pensante derrière le projet de The Guild et aussi qui joue dans le blog musical du Docteur Horrible signé Joss Whedon et son frère Jeff Whedon. Jeff, ouais. Mais aussi, on parlait que ces personnes-là étaient souvent sans visage, mais il y a une tendance qui revient dans les jeux vidéo, dans certaines séries, c'est d'utiliser le visage de l'acteur pour un peu influencer le personnage. Si on pense au dessin animé Archer, oui. dont tous les personnages, si on prend l'exemple de Jessica Walter qui fait la mère dans Arrested Development, mais et aussi qui fait la mère dans Archer, qui c'est son visage juste légèrement retouché qui sert pour faire les dessins. C'est une manière d'amener ces acteurs-là au premier plan de façon subtile puis qui nous aide à les reconnaître. Absolument. Quand j'ai vu le personnage justement de la mère dans Archer, j'ai tout de suite reconnu la mère des Bluth et j'ai comme fait ah mon Dieu, mais c'est la même personne, c'est la même voix. Au problème qu'on pensait qu'elle arrivait avec les personnages en 3D, on disait ça les films du cinéma, ça va être juste des personnages d'animation, les acteurs, le métier d'acteur va disparaître, mais avec cette façon-là, on peut continuer d'avoir besoin des acteurs. Oui. C'est très difficile. Même si ça doit être très difficile de sortir l'émotion dans une ligne de dialogue en studio quand t'as pas les personnes autour de toi avec le mouvement, avec la positionnement. C'est un travail extrêmement exigeant. On peut citer là-dedans Tom Hanks qui avait fait la voix de Woody dans Toy Story qui dit c'est le travail d'acteur le plus difficile que j'ai jamais eu à faire, beaucoup plus difficile que jouer devant la caméra. On pourrait comparer ça à jouer devant un fond vert, un peu comme avec les Star Wars, les acteurs avaient trouvé ça très très difficile à cause que justement tu vois pas ce qui se passe vraiment. T'as pas de contexte. Oui, et donc moi je lève mon chapeau à tous ces acteurs de la voix. J'ai une dernière petite chose que je dois dire juste avant qu'on passe à la deuxième pause. Il faut dire qu'ici au Québec et en France, on est particulièrement sensible aux acteurs vocaux parce qu'on en a des mémorables qui traduisent les films depuis que nous sommes tout petits. Oui. Je pense entre autres à Alain Dorval et Patrick Poivet qui sont respectivement la personne qui traduit Sylvester Stallone et Bruce Willis. Oui. Cette voix gutturale qui est reconnue pour son raillement, c'est la voix de Alain Dorval. Alors, ou de son vrai nom, Alain Berger. Qui faisait la voix. La petite voix qui parle comme ça. Alors ça c'est et la voix de Bruce Willis viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Ça c'est la voix de Patrick Poivet qui est également une vedette du vocal et qui moi a bercé mon enfance tant et si bien que quand j'entends leur voix je sens toujours un petit oh. C'est eux. Donc puis, oui. Je veux juste mentionner à ceux qui nous écoutent que ça se peut qu'il y ait des gens qui ne soient pas au courant que nous sommes présentement de 11h à 12h30. Donc, faites pas le saut parce que pendant la pause, au retour de la pause, je referai jouer l'intro pour ne pas les déstabiliser. C'est pour jouer un tour. On va leur jouer un petit tour. Donc, on s'en va en pause publicitaire. Après ça, on va faire rejouer le thème. Donc, ne vous soyez pas surpris et nous serons de retour dans 4 minutes. Effectivement. Vous écoutez CKRL 89.1. Québec. Le bénévolat, c'est altruiste, utile et même indispensable. Et surtout, c'est bon pour la communauté. Sous le thème Anatomie d'un bénévole, le Centre d'action bénévole de Québec vous invite à découvrir plus de 40 portraits et témoignages de bénévoles de la région. Des hommes et des femmes d'origines différentes qui s'impliquent avec passion dans plusieurs domaines. Pour connaître les lieux et les dates de l'exposition, consultez anatomie-bénévole.com. Le Centre d'action bénévole remercie ses nombreux partenaires.
CKRL a le mandat pour une 3e année consécutive de faire la cueillette de matières recyclables lors de la fête nationale et on souhaite votre participation. Alors, qu'est-ce que vous faites le 23 juin prochain? Venez passer une soirée agréable tout en contribuant au financement de votre station et aussi à la propreté de votre ville. Faites part de votre intérêt en écrivant à direction@commercial-ckrl.qc.ca ou par téléphone 88 640 2575 poste 201. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. Vous avez un projet d'entreprise? Venez rencontrer les professionnels du Centre local de développement de Québec qui sauront vous accompagner dans les différentes étapes de votre projet. Visitez la porte d'entrée des entrepreneurs, le clddequebec.qc.ca. À quelques pas du parc Cartier-Brébeuf, le nouveau Café Tuk Tuk vous en mettra plein les yeux et la bouche. Le Café Tuk Tuk vous propose des sandwichs de toutes sortes, un choix de café torréfié au Québec ou importé d'Italie et une gamme de thé de qualité supérieure. Le Café Tuk Tuk, c'est aussi un endroit pour vous procurer des accessoires pour le café et des théières en porcelaine du Vietnam. Le Café Tuk Tuk s'investit dans sa communauté en exposant des œuvres d'artistes en art visuel d'ici. Les brunchs du dimanche en musique acoustique du Tuk Tuk vous plairont également. Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h et les fins de semaine à compter de 9h. Le Café Tuk Tuk, 1238 1er Avenue. 88 529 1396. cafetuktuk.ca. Mon oncle Serge est amour. Il aime le sexe, il aime la drogue, il aime le rock and roll et surtout, il aimerait que vous achetiez son nouvel album qui s'appelle Pourquoi mon oncle Serge joue-tu du rock and roll? C'est un disque entièrement acoustique avec de la guitare sèche et de la contrebasse mur à mur et des chansons sur le hockey, la campagne, les groupies, les élections, Pierre Carl Pelado, les punks français et je m'en passe. Pourquoi mon oncle Serge joue-tu du rock and roll est en vente partout où ce qu'on vend encore des disques. Et du rock and roll. Ouais. CKRL présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Dimanche, le 9 juin, vous venez de manquer 1 heure d'émission parce que nous commençons à 11h et il est midi. Il vous reste quand même une demi-heure pour vous rattraper ceux qui viennent de se joindre à nous selon l'horaire régulier. Pour les autres, on va continuer notre émission. Pour les autres, changez votre heure de réveil parce qu'on commence maintenant à 11h. Écoutez le podcast parce que vous nous avez manqué un peu. Vous avez manqué de très bonnes choses. Donc, je rappelle, c'est krl.qc.ca pour aller écouter le podcast. Suivez-nous également sur Facebook et Twitter, hein, tant qu'à ça. Oui. Quoique présentement, les deux vont pas mal le même contenu, mais on vous travaille sur quelque chose. Avant de continuer, on va continuer tout simplement. Donc, on va parler un petit peu de bande dessinée. Oh, yeah! Oui, je vous avais parlé il y a quelques semaines que je m'étais abonné puis je faisais un essai du service de Marvel Unlimited, qui est un service, dans le fond, un peu un Netflix de la BD pour un prix mensuel qui est quand même très intéressant. Puis ça m'a permis de commencer une bande dessinée. Je vais vous parler d'un super-héros que, les gars, vous êtes au courant de quoi je vais parler, mais si je vous dis, dans The Avenger, c'est qui le personnage dont on se foutait le plus dans les super-héros? Veuve Noire est cute au bout, puis est badass. Celui qui a servi de corps à Mikey pour sa face des Geeks contre-attaque. Ah, mon Dieu, je me sens tellement choyé. Hawkeye! Exactement, tout le monde se fout de Hawkeye. Mais... récemment... mais on t'aime pareil, Mikey. Ouais. Mais récemment, je veux dire en 2012, ils ont reparti avec le système de Marvel Now, la série de Hawkeye, et elle est très bonne. Donc, bien sûr, ça suit les aventures de Hawkeye à l'extérieur des Avengers. Avant que je commence, je vais spécifier tout de suite. C'est écrit par Matt Fraction et, bien sûr, dessiné principalement par David Aja. On va prononcer ça comme un R espagnol, Aja. Et puis, ça suit donc les aventures de Hawkeye à l'extérieur des Avengers. Mais, ce qui est intéressant, c'est la fracture visuelle et le contenu. Je pense que tu veux dire la facture visuelle. Non, la fracture visuelle, parce que ça casse avec le style régulier. Oh, il y a un concept ici. Essayez pas de m'avoir. Ça casse avec le style régulier.
c'est difficile à le croire. style comic book américain. Oui. Donc, c'est un comic book américain qui ressemble à une bande dessinée européenne. Donc, par le style, des fois, la manière que c'est amené, on peut même penser des fois un petit peu à la RG, à la beaucoup de décors. Donc, au lieu d'être un paquet de muscles et de beaucoup de détails, comme on est habitué avec des lens flare dans la BD maintenant, alors on y va plus dans la simplicité, Simon? Oui, exactement. Et puis, c'est les histoires en tant que telles sont beaucoup plus simples. C'est vraiment des petites histoires personnelles autour de Hawkeye qui n'a jamais son costume, du moins jusqu'à présent. On a eu le droit à un thriller d'espion. On a eu le droit à lui qui essayait d'aider ses voisins avec un propriétaire de bloc appartement mafieux. Il y a même un épisode où le chien que lui adopte va résoudre un mystère et la bande dessinée au complet se passe du point de vue du chien. Hawkeye est le vagabond. Oui. Non, mais il s'appelle Pizza Dog parce qu'il était sauvé avec une histoire de pizzeria. C'est quand même compliqué. Mais donc, c'est vraiment juste Hawkeye et puis Kate Bishop qui est Hawkeye 2 réutilisé par moment. Présentement, ils sont rendus à une douzaine de sorties. Ça vaut la peine de les regarder. Disponible sur Marvel Unlimited. Sinon, vous pouvez avoir ça dans vos meilleures boutiques de bande dessinée. Donc, c'est avant les Avengers. Mais est-ce que ça relate vraiment la genèse de... Non, c'est pas la genèse du tout. C'est Hawkeye quand il est pas engagé par les Avengers dans ses journées de congé. Vous allez vous rendre compte que dans ses journées de congé, il se repose pas beaucoup. OK. Toi, Simon, je pense que tu avais un petit quelque chose que tu voulais nous parler aussi? Ben oui, puis ne sachant pas que tu allais parler du service Marvel Unlimited, je t'offre une contre-offre. J'offre donc de la compétition pour les auditeurs. Moi, je me suis abonné gratuitement au service Comixology, qui est... Ils ont un service gratuit? Absolument. OK, continue. Et qui est... J'ai l'application, mais... Ouais, mais c'est l'application. Et qui permet... Est-ce que le contenu, il est gratuit? Ah, c'est ça. Il y a toujours un petit peu de contenu gratuit, mais l'essentiel, c'est vraiment un magasin de comic book sur Internet. Et ça m'a permis quand même de me lancer dans l'univers du comic que j'avais pas fréquenté depuis des années. Et donc, moi aussi, je suis allé un peu vers Marvel parce que je pouvais. Et je me suis intéressé à un autre super-héros qui est... c'est étonnant qu'on le fasse de même, mais je me suis intéressé à un autre super-héros qui était délaissé par la population. J'ai nommé Daredevil, ou de son nom français Daredevil. Ah oui, l'avocat aveugle. Ben Affleck. L'avocat aveugle. Affleck! Dis pas ces mots-là. Dis-les pas. Ça aide pas, là. Donc, tu disais donc que Ben Affleck, qu'est-ce qu'il faisait? Non, pas... Donc, pas Ben Affleck, mais bien Daredevil, qui a été lui aussi relancé dans une... Il a pas été relancé, en fait, c'est un spin-off, c'est une des nombreuses séries qu'on appelle les séries standalone, qui est Daredevil End of Days, donc la fin des jours de Daredevil. Faut dire que Daredevil avait toujours été un petit peu associé à cette espèce d'imagerie un peu chrétienne. Et là, c'est... je ne saurais vous décrire ça, sauf comme Citizen Kane par Daredevil. Okay. Ça commence et Daredevil meurt. Je suppose qu'il est pas mort. On soupçonne dès le départ qu'il est pas mort parce que c'est un super-héros, puis les super-héros, jusqu'à preuve du contraire, ça meurt pas. Mais ça commence avec la mort de Daredevil. Et juste avant de mourir, Daredevil dit un mot. Il dit « Mapone ». Et personne ne sait qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, il y a un reporter du Daily Bugle qui a suivi Daredevil durant toute sa carrière et qui va retracer les différents alliés, des fois même les ennemis, les personnes que Daredevil a côtoyées pendant tout ce temps-là, pour savoir c'est quoi ce mot-là et pourquoi, qu'est-ce que vous retenez de votre passage avec Daredevil. Et donc, c'est une enquête journalistique qui va se transformer en une véritable enquête criminelle. On va repasser à travers tous les personnages secondaires de Daredevil. On va voir qu'est-ce que le commun des mortels qui habitent Hell's Kitchen, donc la section de Manhattan que Daredevil protège, pense de ce super-héros-là. Et en termes d'études de qu'est-ce que ça ferait s'il y avait véritablement un super-héros dans cette... dans la vie réelle, c'est assez bien fait et c'est assez intriguant. Le personnage principal, notre enquêteur, notre journaliste est très intriguant comme personnage. C'est un vieux journaliste un peu blasé qui se fait gueuler dessus par Jonah Jameson comme tout le monde qui travaille au Daily Bugle. Et donc moi j'ai trouvé ça plus intéressant en fait que les BD normales de Daredevil. Je trouvais que
l'enquête sur le super-héros est quasiment plus intéressante que le super-héros lui-même, quoique on m'a conforté, on m'a dit que les super-héros Daredevil, entre autres, avaient connu une résurrection récemment, et je suppose qu'il en a une tout seul à la fin. Dis-moi, Simon, oui. La facture visuelle est plus standard pour Daredevil? Plus standard si vous suivez. Je vous dirais que c'est pas la facture typique d'un comic book américain. Oh, mais je la vois présentement. Je vous dirais, si vous suivez du côté d'ici les livres qui sont publiés sous Vertigo, oui. Vous avez environ ce style-là. C'est un style qui est plus artistique. On sent on voit le crayonné, mais en même temps, c'est pas l'exactitude ou le détail qui est super important. Il y a une stylistique qui est apportée à chaque fois. On pourrait même dire une certaine finesse. Oui. Oserions-nous dire ça? Les couleurs sont très sur teinte de rouge partout. On garde l'aspect. Montrer du visuel à la radio, c'est toujours délicieux. Enfin bref. Vous pourrez aller consulter pour Daredevil End of Days. C'est très très. Moi j'ai trouvé que c'était une série qui était poignante. Mais là tu me parlais ici Daredevil mélangé avec Citizen Kane un petit peu. Ça me rappelait quelque chose que j'ai lu récemment. Au cas où vous les avez pas vus. C'est on va y aller bien sûr avec le pire classique du merchandising que Marvel peut pas faire. On parle bien sûr de Deadpool. Ah oui. Mais les Deadpool Illustrated. C'est Deadpool qui visite les plus grands classiques de la littérature américaine. Donc Deadpool dans Huckleberry Finn, Deadpool dans Moby Dick. Ok, je pense que ça vaut la peine quand même pour les auditeurs qui ne connaissent pas Deadpool, parce qu'il y a quand même pas eu d'incarnation à l'écran récemment, sauf peut-être dans pas. Non, ok, c'est bon. Et Deadpool, c'est un super-héros qui nous provient à la base, je pense, il venait avec Wolverine, il faisait partie du même programme. Oui, c'est un mutant. C'est un mutant qui vient de Projet X. Qui a un pouvoir similaire à celui de Wolverine, sauf poussé à l'extrême, et c'est un personnage qui est atteint d'une maladie incurable, d'un cancer, qui le ronge à chaque fois, mais qui lui-même se régénère, donc il lutte contre le cancer avec sa régénération. Ça fait en sorte qu'il devient complètement bazouk, il est absolument fou dans la tête. Il est surtout conscient. C'est ça, de sa personne. Sa condition fait en sorte qu'il est conscient d'être dans une bande dessinée. Et donc il brise fréquemment le 4e mur. Oui. Et d'ailleurs, Deadpool Illustrated, c'est briser le 4e mur. Ça commence par Deadpool qui, à cause qu'il est vraiment trop cool, a réussi à tuer tous les héros de l'univers de Marvel. Et il s'ennuie. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus aucun défi. Fait qu'il décide de faire la seule chose dans ce cas-ci, c'est de tuer son propre dieu. Et pour lui, son propre dieu, c'est son créateur. Et la création d'un personnage de bande dessinée, c'est quoi? C'est toute l'inspiration littéraire qui vient avant lui. Donc, en détruisant la littérature avant lui, les classiques, il pense être capable de nous dire que Rob Liefeld est capable de lire? Non, oublie Rob Liefeld. Il veut détruire donc tous les grands classiques avant lui pour que l'inspiration qui a amené à sa création n'existe plus. Donc, vous avez une bande dessinée extrêmement méta, mais qui implique quand même Deadpool qui met des bombes classiques dans des trous de baleine, des trous de respiration, bien sûr, on spécifie. Wow. Deadpool en fantôme qui va visiter Ebenezer Scrooge de cauchemar de Noël. Des classiques comme ça ici. Donc, c'est quand même très spécial. De bombes dans des trous de baleine, ça me fait penser à Tintin au Congo, quand pour tuer un rhinocéros, mon ami Tintin drille un trou dans un rhinocéros avec un vilebrequin. Oui, et il insère un bâton de dynamite. C'était l'époque de Tintin au Congo. C'est un album fantastique. C'est drôle parce que t'en parles, puis je peux très bien imaginer Deadpool au Congo. Ça serait bon. On dirait que c'est le même univers. Ça serait bon. Je pense qu'on a quelque chose à faire là-dessus ici. Donc, on va prendre un dernier petit break pour la dernière chanson de la semaine, Monsieur Mikey. Oui, je vais tenter une geekitude ici, puisque nous n'avons pas de thème pour chanson de la semaine 3, mais je vais tenter l'impossible. Alors, attention. La chanson de la semaine numéro 3. Bam! C'était donc ben beau, Mikey, de l'inattendu et du fantastique. Donc, c'est monsieur notre pyrologue attitré qui est l'instigateur de la chanson numéro 3. Et oui, c'est une chanson, c'est une reprise de la chanson thème des Mystérieuses Cités d'Or en métal par le groupe québécois Overbass. Ça fait partie d'une compilation, une vieille compilation de 99, je crois, qui s'appelle Flashback. Il y avait beaucoup de bonnes choses à l'intérieur. Oui, c'était des thèmes de dessins animés repris par nos artistes métal québécois. Alors, Mikey,
Ben oui, j'y vais tout de go. Alors, si vous étiez pas réveillé, vous l'êtes maintenant. Oui, bon midi, bon dimanche midi. Il s'est passé quelque chose durant la pause musicale. Ouais. Monsieur Simon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh T'as bien, eu un appel? notre chroniqueur télé, Laurent Maheu, m'a contacté parce qu'il a tenu absolument à préciser un détail fondamentalement important, qui est que Deadpool, dont on parlait avant la pause, eh bien, ce n'est pas un mutant. Alors, mon erreur, c'est en fait un homme qui avait le cancer et qui s'est fait injecter par le département H dans Marvel, s'est fait injecter le pouvoir de Wolverine. Et c'est pour ça que il est tout le temps il est tout le temps là, il est tout le temps caché sous son costume. C'est parce que à cause du pouvoir de Wolverine, sa peau se régénère tout le temps et dépérit tout le temps, et donc il est recouvert de cloques et horriblement défiguré. Horriblement défiguré. Alors, ce n'est pas un mutant. Simon, le deuxième de l'émission.
Ça va aller dans tes statistiques, ça, Simon. Ça commence à y faire Ta mal. moyenne au bâton commence à descendre. Donc, mais comme M. Maheu nous a téléphoné, eh bien, je pense qu'on pourrait quasiment... Oui, mais c'est pas grave. Parlant de M. Maheu, on va voler sa chronique pendant quelques instants. OK, alors allons-y. La chronique télé avec Philippe Jacques. Tiens, ça t'apprendra à pas être là, C'est Laurent ça, Maheu. fais-nous faire la leçon. Ah, merci Mikey, c'est encore une fois sans erreur. Pour la chronique télé, vu qu'on a le temps, j'ai décidé de parler de quelque chose qui me tient à cœur et qu'on n'a jamais le temps de parler. Oui, il nous reste un beau petit 8 minutes, là, on va l'occuper comme il faut. Alors, on va parler de la série américaine qui s'appelle Robot Chicken. C'est une série en stop motion sur la chaîne Adult Swim. Ça a été créé par, si vous connaissez, Seth Green. Ben oui, le loup-garou dans Buffy. Ben c'est ça. Puis il y a aussi dans le fabuleux film Idleland où il devient un zombie avec une bouteille dans le front. Oui, aussi des grands rôles. Ben oui, aussi dans Austin Powers, le fils de... Oui, Scott Terreur. Et il a fait l'excellent film Sans Aviron. Cricket. L'excellent, je l'ai pas vu. J'ai vu Sans Aviron, mais l'excellent film, celui-là, je l'ai pas vu. Ah, ok, c'est une autre version, elle a été refaite en Suède. Ok. Alors, ce qui est le fun et particulier avec l'émission Robot Chicken, c'est que non seulement c'est une émission en stop motion qui s'en fait plus beaucoup présentement, mais ils reprennent toutes les sujets gays qui nous tiennent à cœur. On parle de parodie de Ninja Turtle, on parle de parodie de name it, Mario Bros. Et leur plus grand succès à date fut leur parodie de Star Wars, qui est revenu plusieurs reprises. Ils ont fait 3 spécials, à moins que je me trompe, 3 spéciaux. Merci. Sur Star Wars, qui sont, ma foi, excellents. Des bons gags, un bon rythme. C'est des gags courts. On parle de à peu près... Ça peut varier entre 5 secondes à 1 ou 2 minutes. Ce qui est le fun aussi, c'est que pour faire leurs animations image par image, parce que je m'abaisserai pas à dire stop motion, ils utilisent principalement des jouets de l'époque ou des Barbies modifiées ou des choses comme ça. Donc vous allez souvent reconnaître des fois des figurines de votre jeunesse qui ont été désarticulées pour pouvoir les animer avec des visages recollés dessus. C'est vraiment plaisant de revoir des jouets. Je vais vous mettre sur la page Facebook. J'ai vu l'autre jour Joignez-nous. un extra de DVD que j'avais vu sur YouTube qui montre comment qu'ils font les personnages pour l'émission, parce qu'ils prennent pas vraiment la vraie... non, ils s'inspirent pour la vraie figurine, parce que c'est visuelle. pas assez... Oui, c'est ça, c'est pas assez... mobile. Alors, ils reprennent, ils la moulent, ils lui rajoutent une armature à l'intérieur, refont le truc au latex. Mais ils servent quand même de la figurine comme base. Oui, donc c'est les jouets de notre enfance qui sont animés pour dire des obscénités à la télévision. Oui, on parle d'un humour très grave et très gras. On s'apparente un peu à, je dirais, à American Dad, Family Guy. On est dans ces terrains-là. D'ailleurs, très gras c'est du Adult Swim. On comprend la collaboration ici. D'ailleurs, Archer vient de là, je pense. Non, Archer, c'est un autre poste de télévision. Oui, mais par exemple, les Venture Brothers qui a recommencé la semaine dernière, saison 5, j'ai vu le premier épisode. Ah, que ça va être bon. Mais pour revenir à Robot Chicken, t'as parlé de Family Guy. Seth Green fait les 2 émissions, puis il y a une rivalité là, dans les deux émissions. En fait, ça fait que le créateur de Family Guy est souvent à faire des voix pour l'émission Robot Chicken. Et d'ailleurs, Seth Green, c'est le fils dans Family Guy. Oui. Et d'ailleurs, Mark Hamill revient très souvent pour reprendre lui-même Luke Skywalker dans Robot Chicken. Les 3 spéciaux de Star Wars de Family Guy font référence aux spéciaux de Star Wars de Robot Chicken, puis ils s'ostinent de savoir qui l'a sorti en premier, qui était le meilleur, et puis une belle chicane entre les 2 émissions, vu que les 2 émissions partagent beaucoup de talents vocaux. Hein, on parle de talents vocaux. On parle de talents vocaux. C'est une thématique? Je pense que c'est une thématique. Je pense qu'on a une thématique. On a une thématique. On a quoi? Qu'est-ce qu'on a? Une thématique! Une thématique! Partout des thématiques. Sortez-moi la thématique d'ici. Non, Robot Chicken, c'est comme finalement, tu sais, quand on était jeune. On jouait avec des bonhommes. On jouait avec des bonhommes, mais là, c'est des adultes qui jouent avec des bonhommes, puis ça fleurit d'obscénité. C'est magnifique. Je tiens à dire aussi que la chanson thème de l'émission a été créée par Les Claypool du groupe Primus. Et c'est délicieux parce que dans l'animation, c'est un savant fou qui
enlève un poulet et le rend semi-robotique et le force à regarder des obscénités à la télé. D'ailleurs, et récemment, ils sont dans leur 6e saison, si je ne m'abuse. Ça a commencé en 2005. Et récemment, ils ont inversé les rôles. Le poulet s'est libéré, a capturé le scientifique, l'a rendu semi-robotique et le force à écouter des obscénités. Donc, Robocop qui rencontre Orange Mécanique, c'est magnifique. D'ailleurs, le nom de l'émission n'a juste pas rapport parce que de toute façon, le personnage du poulet n'est pas un personnage récurrent, sauf pour les choses qui ont rapport à des messages d'intérêt public de l'émission. Ouais, c'est un personnage de transition, c'est comme le thème. Ça me fait penser un peu, mais pas tout à fait dans le même ordre, à Science Theater 3000, où on écoutait, qui est d'ailleurs un fondateur de la pyrologie, cette émission. Tout à fait. Et où on se rappelle vraiment, où il y avait quelqu'un avec des robots qui regardait un film qui passait. C'est vraiment le même principe, mais c'est un poulet qu'on met puis auquel on revient entre les pauses publicitaires. Hey, d'ailleurs, on parlait brièvement des Venture Brothers il y a quelques instants. Nouvelle saison qui a commencé, la 5e, je crois. Oui. On a manqué notre opportunité. Hein? On avait jusqu'à, je crois, vendredi pour s'abonner au club des t-shirts. Pour gagner un t-shirt. Non, le club des t-shirts, c'est que tu payes un montant puis ils vont t'envoyer un t-shirt par épisode qui a rapport à un item vu dans l'épisode. Donc, comme le gilet Hank Corporation que Hank a dans le dernier épisode, tu peux l'avoir en t-shirt. Ça inclut un t-shirt bonus. On a manqué de notre chance. De toute façon, il va falloir faire une autre chronique un autre jour pour parler de cette merveilleuse émission qui est Venture Brothers. Donc, si vous avez Netflix américain, vous êtes capable présentement d'aller voir la première saison de Venture Brothers. Donc, de mon côté, pour conclure, je dirais que en fin de semaine, on n'oublie pas Total Crap, les 14 et le 15 au Cercle sur Saint-Joseph pour seulement $10. En fin de semaine prochaine. Et voilà. Et c'est ça. Aussi, écoutez Robot Chicken, venez voir notre Facebook. Oui. Donc, n'oubliez pas, on a changé d'heure. Donc, à partir de la semaine prochaine, comme cette semaine, mais mettez votre réveil matin à 11h pile. Sinon, ce fut un plaisir d'être avec vous une fois de plus. Qu'est-ce qui nous suit, Mikey? Ce qui nous suit à l'instant, c'est pas encore, c'est nouveau. Après les Geeks Enchantés, c'est tout. Après les Geeks Enchantés, suivra les routes contre-attaque. Alors, les routes enchantées suivront à l'instant. Donc, en mon nom et en nom de mon équipe, Monsieur Simon Trudeau, ça fait un plaisir. Ça fait toujours un plaisir, un smile mortel. Monsieur Philippe Jacques, c'est toujours agréable. Effectivement. Je pèserai sur des pitons tout l'été pour vous, tous les dimanches pendant 1h30. Merci Mike G. Et en mon nom, Simon Boucher, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et salut les geeks!